Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et bienvenue pour ce 13e épisode de notre podcast Tranche de couple. Aujourd'hui, notre épisode s'intitule Home Sweet Home. Et oui, ça y est, on est chez nous, mais on y reviendra. On commence par la rubrique Actu. On va se centrer un peu sur l'Union européenne et puis après on fera un très rapide point sur malheureusement l'autre actu brûlante du moment, le coronavirus. Ok, alors pour l'Union européenne, on a choisi cette semaine de vous parler du budget européen 2021-2027. Comme vous le savez, l'Union européenne a un budget qu'on appelle pluriannuel. Donc ça s'appelle le cadre financier pluriannuel, qui fixe des montants maximums que l'Union européenne est autorisée à dépenser pour ses grandes politiques. Le marché unique, l'environnement, les migrations, la sécurité, la cohésion. Et c'est un budget qui est d'abord proposé par la Commission européenne, puis qui est ensuite négocié avec les États membres. C'est eux qui doivent le financer, du coup, c'est eux qui doivent trouver un accord entre eux sur d'une part à combien se monte le budget, et d'autre part qu'est-ce qu'on alloue comme montant à chacune des politiques. Alors, côté ressources, les 70% des recettes de l'Union européenne proviennent des contributions nationales des États membres. Donc, chaque ministère du budget finance en fonction de son poids économique. Et puis, il y a une petite partie, donc 30%, qui est financée par des ressources propres. Donc, c'est principalement la TVA et les droits de douane sur les importations en provenance des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Donc, c'est une question qui, aujourd'hui, est importante. Un certain nombre de pays souhaiteraient augmenter les ressources propres de l'Union européenne pour diminuer la part des ressources qui viennent des budgets nationaux. Donc, il pourrait y avoir une taxe, par exemple, sur le plastique non recyclé, ou qu'une partie des recettes du marché carbone de l'Union européenne soit directement intégrée dans le budget européen. Si jamais on mettait en place une taxe sur les transactions financières ou une taxe sur les entreprises du numérique, il pourrait aussi y avoir une partie ou la totalité de ces ressources qui viendrait directement abonder le budget européen. Alors, un des autres enjeux du budget européen, c'est les contributeurs et les bénéficiaires nets du budget européen. Vous savez qu'on dit toujours que certains États contribuent plus qu'ils ne reçoivent, et puis d'autres reçoivent plus qu'ils ne contribuent. Les plus riches sont des contributeurs nets, c'est-à-dire qu'ils reçoivent moins que ce qu'ils donnent, donc notamment l'Allemagne, la France, l'Italie ou l'Autriche. Et d'autres sont des bénéficiaires nets, reçoivent plus que ce qu'ils donnent, comme la Pologne, la Grèce, la Hongrie, la Roumanie. Alors il faut savoir que tout ça, c'est aussi un petit peu... c'est un peu mathématique, mais en même temps, même ceux qui contribuent plus qu'ils ne reçoivent du budget européen, en fait, bénéficient aussi beaucoup, grâce au marché commun, économiquement, du fait de pouvoir finalement exporter tous les biens, les services, les produits transformés. Et les personnes. Donc en fait, la France, par exemple, ou l'Allemagne bénéficient beaucoup de pouvoir vendre tous ces produits dans le reste de l'Union européenne. Donc ça n'est pas directement des contributions financières qui viennent du budget de l'Union européenne, mais néanmoins, ils en tirent des bénéfices. Je mentionnerai peut-être que les Britanniques avaient demandé un rabais sur leur contribution parce qu'ils considéraient qu'en gros, ils payaient trop et ne recevaient pas assez. C'est ce qu'on appelait le rabais britannique qui avait été négocié par Margaret Thatcher. Ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'en fait, il y a 4 États qui ont eux aussi demandé un rabais sur le rabais. Aujourd'hui, alors que le Royaume-Uni est parti, on pourrait considérer que finalement ces rabais n'ont plus tellement de sens. Mais les 4 pays qui disposent de ce rabais ne veulent pas voir partir ce rabais. Donc c'est l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et la Suède. Donc en fait, eux ne payaient que 25% de la somme qu'ils auraient dû payer pour ce chèque, et c'était les Français qu'on pensait plus en fait, le rabais britannique. Voilà. Mais aujourd'hui, ces pays vous souhaiteraient garder en fait leur réduction, la contribution du budget, et ça n'a pas tellement de sens de mon point de vue. Tout à fait d'accord. Voilà. C'est politiquement compliqué, mais en même temps, c'est des décisions assez anciennes qui
devrait être revu de temps en temps. La France, comme tu l'as dit, elle profite énormément de la PAC, mais ça n'empêche pas qu'elle apporte aussi une part honnête une contribution honnête dans le budget européen, et qu'il est important que chaque pays aussi se remette au même niveau, qu'ils trouvent un accord pour se mettre au même niveau que les autres. C'est aussi en trouvant ce genre de compromis, c'est le compromis qu'a fait l'Union européenne depuis le début, et c'est depuis la CK il y a très longtemps, et c'est le compromis qui continuera de le faire si on veut que l'Union européenne continue d'exister. Voilà, alors aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux avec ce budget donc pour 2021-2027. Le premier, c'est la taille du budget, puisque au vu des politiques, les nouvelles politiques, vous avez vu l'agenda politique de Ursula von der Leyen, notamment le Green Deal, tout ce qui est l'innovation. Il y a pas mal de nouvelles politiques à financer, la défense aussi. Et donc, la Commission européenne avait souhaité augmenter le budget à 1,11% du revenu national brut des 27 États membres, qui correspond à une augmentation, puisque aujourd'hui, le budget est un petit peu plus que 1%, je crois. Mais il faut voir que les Britanniques, comme ils sont sortis, ça veut dire qu'il va falloir compenser en fait l'absence, comme c'était des contributeurs nets, il va falloir compenser en fait le budget, la contribution britannique. L'enjeu, c'est que, bien sûr, ça veut dire que les États, dans tous les cas, pour garder le même niveau de dépenses, devraient payer plus. Et par ailleurs, un certain nombre d'États s'opposent à ce qu'il y ait une augmentation du budget. Donc, notamment l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède considéraient qu'un budget qui était proposé par la présidence finlandaise en décembre 2019 de 1,07% du PIB, du RNB, était déjà trop élevé. Donc finalement, aujourd'hui, les 5 enjeux, c'est quel est le montant de la contribution des États membres? Est-ce qu'il y aura une création de nouvelles ressources? Quelles sont les politiques prioritaires? Est-ce que c'est la cohésion? Est-ce que c'est les nouvelles politiques? La défense, l'innovation? Qu'est-ce qu'on fait de la PAC? Est-ce qu'on la maintient? Est-ce qu'on la diminue? Les conditions d'attribution, parce que par exemple on avait mentionné que certains pays qui ne respectaient pas l'état de droit, on devait pouvoir couper en fait certains budgets. Donc on parle notamment de la Pologne et de la Hongrie, mais bien sûr ces pays-là ils sont opposés. Et puis un dernier enjeu, c'est la flexibilité. L'idée, ce serait de pouvoir ajouter un peu cette dimension de flexibilité pour que, bien qu'on ait défini au départ des montants pour les politiques, on puisse être souple en cours de mandature pour ajuster le budget. Voilà, donc le budget doit être adopté au début de l'année 2021. Et si on faisait ce point aujourd'hui dans l'actu, c'est parce qu'il y a eu un sommet des chefs d'État la semaine dernière et que malheureusement, il n'a pas été possible aux États membres de se mettre d'accord. On a parlé des radins, des États membres radins qui ne voulaient pas augmenter le budget. Et visiblement, la France et l'Allemagne ont fait leur possible pour essayer de trouver un compromis. Mais ça n'a pas été possible, donc le sommet s'est arrêté un peu plus tôt que prévu. Donc voilà, la responsabilité de la négociation de ce budget, c'est Charles Michel, en tant que président du Conseil européen, qui l'a prise. Et il a un job pas tellement facile, notamment parce que chaque pays, forcément, privilégie plutôt la politique de cohésion, donc les subventions pour faire augmenter le budget. Voilà. Et pour la petite anecdote, Charles Michel, qui est donc l'ancien Premier ministre belge, on a dit que de toute façon, la tâche de trouver un compromis sur le budget européen serait de toute façon plus facile que celle de trouver un gouvernement pour la Belgique. Voilà. Voilà, c'était un petit peu long. On passe au deuxième sujet de l'actu. On va juste peut-être faire un point très rapide sur le coronavirus. L'épidémie continue malheureusement de s'étendre. On sait qu'aujourd'hui, on l'a déjà dit la dernière fois, mais dans un monde où les transports et les mouvements de personnes et de biens sont extrêmement importants, c'est très difficile d'arrêter ce genre de phénomène, cette épidémie. Il y a aujourd'hui plus de 87 000 cas de coronavirus recensés. On parle tout de même, quand on parle de 87 000, de 40 000 qui sont déjà de personnes qui sont déjà soignées, qui sont donc qui ne sont plus porteuses du virus. C'est des statistiques de l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Le principal foyer reste évidemment la Chine, même si derrière l'Iran approche les 1000 personnes touchées par le coronavirus et 54 morts.
L'Italie, le nord de l'Italie, notamment la région de Milan, est aussi fort touchée par le virus. La France, quant à elle, a passé hier la barre symbolique des 100 personnes atteintes. Et puis, un certain nombre de mesures ont été prises par le gouvernement français pour éviter la propagation du virus. La première concerne les rassemblements de plus de 5000 personnes intérieures qui sont désormais interdits. La deuxième concerne notamment les plus liés au personnel soignant, éviter que les personnels soignants soient contaminés. Donc, toujours faire en sorte que ces gens-là, qui sont tous les médecins, les infirmiers, les infirmières, qui sont sur le devant de la scène, soient le plus et le mieux protégés possible. On notera notamment comme mesure que le musée du Louvre n'a pas ouvert aujourd'hui. Plusieurs événements ont été annulés, pas seulement en France, aussi en Suisse, où le salon de l'auto à Genève a été annulé. Bref, c'est plein de mesures qui sont mises en place pour éviter la contamination. En Haute-Savoie, c'est le maire de la commune de la Balme de Sillingy qui a été contaminé par un membre de sa famille qui revenait lui-même d'Italie. On constate donc qu'il y a de plus en plus de mesures qui sont prises. On constate donc aussi que si la propagation s'étend dans le monde, en Chine, le nombre de cas diagnostiqués chaque jour tend à diminuer, ce qui veut aussi dire que le pic a été atteint, en tout cas en Chine, pour ce qui est de la propagation du virus. Ils ont pas mal fait de confinement quand même, hein. Ça a été assez drastique. Ils sont probablement bien meilleurs que nous en matière de confinement, ça je vais pas faire de... Hashtag un peu plus d'autorité quand même. Hashtag autorité. Je suis pas sûr qu'il faille appliquer les mêmes choses ici, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui doit être pris très au sérieux, je pense qu'il faut vraiment ne pas céder non plus à la panique. Je voyais le tweet d'un médecin tout à l'heure sur Twitter qui remettait dans le contexte et qui disait « Surtout, ne vous informez pas sur Doctissimo, ne vous informez pas sur Twitter sur le virus. Allez sur les sites de l'OMS, allez sur les sites du ministère de la Santé, des agences régionales de santé. Si vous êtes en Belgique, vous allez sur le site du ministère de la Santé belge. Maggie De Block a annoncé aujourd'hui que la Belgique passait en stade 2, pour ce qui est de contenir le virus. C'est le stade où ils vont commencer à prendre aussi des mesures de réduction des grands événements sportifs, etc., etc. Donc on se pose des questions sur... Là, il y a le salon Batibo qui arrive dans quelques jours, qui a déjà commencé. Aille, hein. Bah oui, tu vois. Sachant que, alors pour une autre petite anecdote, ces mesures ne se concernent pas pour l'instant les événements en extérieur, donc par exemple les matchs de football. Voilà, je maintiens, ne faites pas du Doctissimo, ne faites pas du Twitter. Si vous avez des doutes, si vous avez quoi que ce soit, appelez votre médecin, posez-lui des questions, allez sur les sites des ministères de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé. Je voudrais terminer cette rubrique Actu et coronavirus sur un tweet de Bernard Pivot qui nous dit « On connaît un peu mieux la personnalité du coronavirus. Il est anticapitaliste, il provoque la chute des bourses. Il aime l'or, plus 8%. C'est aussi un écolo, moins d'avions dans le ciel. C'est un misanthrope. Il déteste que les gens se parlent. Et c'est un puritain. Il empêche les gens de se toucher. » Voilà, méditez ça. Et surtout, portez-vous bien. Ça y est, on est chez nous. Et aujourd'hui, vous l'entendez peut-être, on a peut-être un son un peu différent. On est dans notre nouveau studio. On va vous mettre des petites photos sur le compte C'est un studio with a view. On a une superbe vue sur les toits de Bruxelles. Ouais, c'est super chouette, assez lumineux. Et on espère que la réverbération s'entend pas trop. Mais en tout cas, on est vraiment ravis. Alors peut-être qu'on va commencer dans l'ordre. Quand on vous a quitté il y a 15 jours, c'était encore les travaux. On était un peu inquiets, on ne savait pas trop comment ça allait aller. Et puis, il y avait des petites finitions. On était nous-mêmes en train de faire de la peinture dans notre chambre, dans les toilettes. Ça a été, on a fait 3 heures de peinture tous les soirs pendant une semaine. Mais ça forme aussi le caractère. C'est des choses qu'on n'avait jamais fait ensemble. Oui, c'est vrai. On fait plein de choses ensemble qu'on n'avait jamais fait ensemble avant. Je dois dire que moi, j'ai un peu flippé sur les travaux de la maison. J'avais l'impression que ça avançait pas trop. On était quand même, on avait la nécessité quand même de faire un petit peu de ménage avant le déménagement. Et le déménagement, on avait pris une boîte de déménageurs, donc on n'avait pas trop le choix, quoi. C'était fixé à vendredi dernier. Enfin, ce vendredi, quoi. Et du coup, c'est savoir gérer un chantier, c'est pas évident. Il se trouve qu'en plus, on avait rajouté un petit peu de complexité parce que
les ouvriers parlaient pas tous français, on va dire. Même si ils ont extrêmement bien bossé et que c'était... au final, tout s'est super bien passé. On a fait la petite visite de chantier jeudi matin, donc juste avant le ménage. Et là, on a découvert quand même quelques petites perles, notamment le fait qu'ils avaient oublié un mur dans la cuisine. Alors un petit mur qui est encastré dans les meubles de la cuisine, et du coup ils avaient bien protégé les meubles, tu vois, ça partait d'une bonne intention, mais du coup il restait un petit carré de violet. Ah, le violet. Ah non, c'est non. Ah, c'est horrible. On ne vous juge pas si vous n'aimez pas le violet, mais nous on aime. Si vous aimez le violet, pardon. Mais nous on n'aime pas. Donc, et alors vous comprenez, on avait mis un beau mur vert canard à la place de leur mur violet. Et alors forcément, avec le violet en face, ça n'allait pas du tout. Mais ils ont passé une couche, alors il va falloir qu'on passe une deuxième couche, mais au moins on a du blanc. Ils ont été assez efficaces parce que dans ces 2 heures, on va dire, de fin de chantier, nettoyage, rangement, ils nous ont aussi installé une petite lampe dans les toilettes, puisqu'on a agrandi un petit peu les toilettes pour mettre un lave-main, et que du coup, avec le miroir, c'était pas mal d'avoir une petite lampe. Bon, alors il se trouve que forcément, la lampe qu'on avait achetée sur Amazon, parce que c'était un peu le seul truc qu'on a trouvé, la lampe qu'on voulait, n'avait pas d'ampoule, donc c'était un peu difficile de tester. Mais ça y est, depuis, il y a les ampoules. Alors voilà, bon, c'était un peu les travaux, c'était un peu de stress, mais au final, ça s'est bien terminé. Et puis en parallèle, il fallait aussi qu'on mette en carton tout notre appart qu'on quittait. Oui. Et donc on a atteint la modique somme de combien, 80 et quelques cartons, je crois. On y a passé aussi un certain nombre de soirées et de journées aussi, quand on était là en journée. C'est une logistique. C'est fatigant, c'est mentalement et physiquement fatigant. Après, je crois que quand on arrive à la fin du déménagement, quand ils étaient en train de finir le carton, le camion, de vider le camion, je ne voyais pas arriver le bout. Ils enlevaient une couche de carton, il y en avait une autre derrière, puis une autre derrière. Alors, l'enjeu d'un déménagement, bien sûr, c'est d'être assez méticuleux et organisé, parce que surtout là, on emménageait d'un appartement sur deux étages, mais où finalement, en bas, il y avait juste la salle de bain et la chambre, à une maison sur 4 étages. Et donc, il fallait être assez précis pour savoir où est-ce que les cartons allaient aller, parce que forcément, une fois que tu as emménagé, tu n'as pas tellement envie de te travailler des cartons d'un étage à l'autre. Je vous rassure, on a quand même des cartons qui étaient un petit peu mixtes et des choses qui ne sont pas forcément allées au bon étage. Voilà, donc finalement, dans notre ancien appart, c'était ranger les 80 cartons. On a fait un certain nombre de cartons un peu fourre-tout à la fin. Alors, ma maman appelle ça les cartons Gad Elmaleh. Je ne sais pas si vous saisissez les références. Moi, je me souviens plus de ce sketch, mais apparemment, il y a un sketch de déménagement de Gad Elmaleh où il fait des cartons à la fin, où il met tout dedans. Et donc, on appelle ça, du coup, on a 3-4 cartons qui sont des cartons Gad Elmaleh. 3-4 Je crois que t'es, à mon avis, il y en a plus que ça. Ouais. Non, mais ça compte pas la couche supérieure. C'était pour caler. Des 30 autres cartons. C'était juste pour caler. Ça n'a rien à voir. Et là, on a bien emballé avec des bulles et tout. Alors, on s'est rendu compte en faisant le dernier tour qu'on avait gardé les bulles de notre précédent déménagement, mais on les a pas du tout utilisées du coup. Et puis, ce qui était fun quand même, c'est qu'il fallait faire le nettoyage de notre appart, reboucher les trous, enlever les appliques, et que ça Alors, on a eu la chance d'avoir 2 jours entre le déménagement et la remise des clés, donc ça a permis aussi de prendre le temps de faire le ménage dans l'ancien appart. Et puis surtout, l'avantage, c'est aussi que les deux étaient vraiment pas très loin. Donc, si tu avais oublié quelque chose, un produit de ménage ou je sais pas quoi, c'était pas mal. Du coup, le déménagement, ça s'est bien passé. Ça a duré à peu près combien de temps, Guillaume ? 7 heures. Ouais. Donc, voilà, c'était un peu stressant, mais pas trop. C'est surtout l'épisode du frigo qui a été un peu compliqué, de savoir comment faire passer le frigo au rez-de-chaussée, c'est-à-dire un demi-étage, parce qu'il passait pas par les escaliers, qu'il a dû falloir le faire passer à dos d'homme par la fenêtre de la cuisine. C'est toujours un petit peu stressant. Mais au final, voilà. Je crois qu'on peut dire que tout s'est bien passé. Voilà, et maintenant, on est enfin chez nous, on déballe les cartons, on s'installe progressivement.
On a de la chance d'avoir de la compagnie en plus. Ouais, on peut faire un petit big up à Mélissa quand même, qui est venue nous aider. Et ça, c'est vraiment super chouette. Gros courage. On n'a pas oublié non plus de bien fêter ça. On a bu quelques bulles. Et on va continuer à en boire. Voilà, on est français quand même. On aime bien les bonnes choses. Mais on a fait des bulles intégrées, parce qu'on a bu quelques bulles avec des frites de la place Flaget, juste derrière chez nous. Donc on a c'est franco-belge, quoi. C'est franco-belge. C'était une soirée de festivité franco-belge. Ça, c'était le soir du déménagement. Ouais, c'était chouette. Voilà pour la maison. Voilà pour la maison. On passe à la rubrique suivante. Alors, la rubrique suivante, c'est, on va parler primaire américaine et Brexit. Bah oui. Primaire américaine, donc depuis le dernier podcast, il y a eu 2 primaires. Une primaire au New Hampshire qui a été remportée par Bernie Sanders, qui a fait 24% des voix, ou 25%, et juste derrière lui, Pete Buttigieg, qui en a fait, lui, 24. Et puis, juste tout frais hier, il y a eu la primaire en Caroline du Sud, qui, elle, a été remportée très haut la main par Joe Biden, qui est un peu un survivor, là, un revenant, là, puisqu'après 2 scores extrêmement bas dans l'Iowa et au New Hampshire, et puis dans une moindre mesure au Nevada, il a ici remporté la course avec près de 50% des voix, 48,4 pour être précis, ce qui lui donne 36 délégués, contre 11 délégués pour Sanders et aucun délégué pour aucun autre candidat. En termes de résultats nationaux, on est donc sur une primaire où le compte de délégués, même si les résultats ne sont pas complètement validés pour la Caroline du Sud, est à 57 pour Sanders, 51 pour Biden, 26 pour Buttigieg et 8 pour Warren, 7 pour Klobuchar. On rappelle qu'il y a, je crois, 2700 délégués à attribuer, donc on n'y est pas... il y a 3979 délégués à attribuer, donc on n'en est encore pas tout à fait là. Ce sont des chiffres qui ne veulent pas encore dire grand-chose. Les grands États n'ont pas voté, mais c'est difficile à l'heure actuelle de dégager une tendance sur les résultats. Tout ce qu'on peut faire, c'est dégager une tendance sur les sondages qui mettent en tête Biden et Sanders. Après, les primaires américaines laissent en général un certain nombre de places à un certain nombre de surprises. On verra si ce sera le cas ici ou pas, notamment venant de Buttigieg, qui avait très bien commencé, même si là, il semblerait qu'il soit revenu à peut-être un score qui est plus un score qu'on pouvait attendre de lui avant le début des primaires. En tout cas, c'est une course à regarder attentivement. Il y a aussi eu des recadrages au sein du Parti démocrate, notamment par la Nancy Pelosi, la représentante de la présidente de la Chambre des représentants, qui a rappelé qu'il fallait éviter de trop morceler le parti, puisqu'on a quand même 2 camps qui s'affrontent au sein même du Parti démocrate, celui de Bernie Sanders, qui est très à gauche, et puis celui des modérés, comme Buttigieg, Warren ou Joe Biden, et que les débats, notamment le dernier débat, ont montré un certain nombre d'inflammations et de pas mal d'attaques ad personam, et qu'il fallait peut-être remettre ça sur un... Donc Nancy Pelosi rappelait qu'il fallait remettre ça sur le terrain de la politique, et rappeler qu'il fallait seul un parti démocrate uni pourrait battre Trump. Et encore, on n'est même pas sûr que ça suffise. Voilà, ça c'était pour le petit point sur les primaires. Brexit, moi je voulais vous parler de la récente annonce par le gouvernement britannique de sa nouvelle politique de visa. Donc je ne sais plus si on en a parlé de la politique de visa la dernière fois, mais en gros c'est une politique de visa avec des points. Chaque personne pourra obtenir un visa en fonction du nombre de points que son expérience, son champ de compétences et un certain nombre d'autres critères, notamment le salaire, lui attribueront. Il aura le droit ou non d'avoir un visa. Et cela s'appliquera notamment aux artistes. Et quand on sait le nombre d'artistes européens qui vont en Angleterre, mais aussi d'orchestres anglais, par exemple, qui viennent dans l'Union européenne, et qu'on sait que si le Royaume-Uni met en place cette politique, l'Union européenne, du moins moi ce que j'espère, même si ça me réjouit vraiment pas du tout, mais mettra en place l'équivalent, la même politique de l'autre côté, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison que ce genre de décision soit à sens unique. Le compromis, si on le fait pour arranger tout le monde, alors doit arranger tout le monde des 2 côtés. Et si on le fait pour rendre les choses plus compliquées, doit être plus compliqué des 2 côtés. La réciprocité, c'est important. La réciprocité, c'est important, et ça veut dire énormément de travail pour
pour des gens, pour tous les gens qui travaillent les petites mains derrière les orchestres, dans les opéras, dans les maisons même dans toutes les maisons artistiques en général qui accueillent des gros groupes. Je pense à moi, puisque s'il m'arrive parfois de travailler sur des visas, pour l'instant c'était assez marginal, mais avec justement le Brexit, ça va devenir beaucoup plus important. J'espère donc qu'il y aura peut-être un retour sur cette décision ou une sorte d'inflexion pour rendre les choses un peu moins définitives, et peut-être qu'on pourrait faire appliquer pour le Royaume-Uni le système qui existe aujourd'hui au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire 90 jours de travail possible sur une période de 180 jours consécutifs. C'est un peu compliqué, mais je vous expliquerai un peu plus longuement à l'occasion. Alors effectivement, tout ça est lié à la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors ça me permet de faire peut-être un petit point rapide. Depuis le 1er février, vous le savez, donc le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, mais continue de pouvoir appliquer pendant la période de transition d'une année, de pouvoir contribuer, il continue à contribuer au budget et à participer à certaines politiques. Depuis, je pense que dans le dernier podcast, on avait déjà fait état des difficultés, du fait que l'Union européenne et le Royaume-Uni avaient présenté leur position et qu'elle paraissait pas très compatible. En tout cas, la question de l'alignement des politiques du Royaume-Uni sur les politiques de l'Union européenne pour éviter la concurrence faussée était un vrai souci. Côté britannique, ils n'en voulaient pas. Et on peut dire que les choses ont plutôt continué d'aller dans le même sens, puisque Boris Johnson et les ministres britanniques ont confirmé que leur objectif était avant tout l'indépendance et la souveraineté du Royaume-Uni, plutôt que d'essayer de trouver un accord qui leur permettait de rester relativement proche de l'Union européenne économiquement, ce qui d'ailleurs ne réjouit pas les milieux économiques qui, eux, aimeraient pouvoir continuer à commercer facilement avec l'Union européenne. Rubrique culture, alors c'est une rubrique coup de gueule, mais pas que, mais quand même un peu. C'est plus largement, ça ne s'attaque pas qu'à la culture, c'est en règle générale les tarifs des transports en Europe et le fait que l'avion reste malheureusement très souvent une option moins chère que le train et parfois de très loin. On se demande, on s'interroge un peu sur le manque d'ambition au sein de l'Union européenne, puisque seule une politique européenne sur le sujet pourrait faire changer les choses. Un pays individuellement ne pourra que risquer de s'enfoncer tout seul, notamment économiquement, en prenant des décisions en solo. Donc on a récemment pris effectivement des billets de train pour aller en France et pour aller en Allemagne. Et on s'est rendu compte que globalement, le tarif était à peu près 2 fois plus cher en train par rapport à Pas l'avion. Tout à fait, mais par exemple, sur un Bruxelles-Grenoble, le train était à 220 € par personne, contre 150 € par personne en avion et en comptant le bus vers l'aéroport et depuis l'aéroport de Lyon. Vers l'aéroport de Bruxelles et de Lyon à Grenoble. On a eu le cas aussi sur un voyage en Allemagne. Pourtant, l'Allemagne a récemment baissé les tarifs de ses trains. Et donc, pour en venir à la rubrique culture, je voulais signaler la décision de l'Orchestre de l'Âge des Lumières, Orchestra of the Age of Enlightenment, qui est un orchestre anglais, qui, pour se produire le 28 février à Budapest, a décidé de prendre le train. Donc c'est un geste qui a, comme le dit Antoine Pecker sur France Musique, un véritable impact écologique, puisque la formation va ainsi réduire de plus de 15 000 tonnes son impact CO2. Imaginez que tous les orchestres qui se baladent avec entre 50 et 150 musiciens dans des avions, avec des instruments, des bagages et compagnie, prennent le train, et bien je pense qu'on pourrait, si chacun faisait un effort, même sur des trajets en train relativement courts, les vols de moins d'1 heure peuvent souvent être faits en train, ou de 1 heure, entre 1 heure et 2 heures peuvent souvent être faits en train pour pas beaucoup plus que 5-6 heures. Donc cet orchestre a passé, les musiciens ont passé, puisque c'était avant-hier, 24 heures dans le train au lieu de 2h30 en avion. C'est plus cher aujourd'hui, donc ça me permet de revenir sur le début de ce coup de gueule. Pour les orchestres, c'est un vrai budget qui n'est pas forcément financé sur les ventes de concerts, puisque les concerts sont vendus vraiment à budget extrêmement limité, où il y a des coupes dans la culture un peu partout. C'est compliqué d'avancer dans ces conditions.
Je vous suggère, et je la mettrai sur notre fil Twitter, la carte du Kunstenpunt, qui est le point culture néerlandophone en Belgique, qui a fait une carte de tous les voyages en train qui étaient faisables en moins de 6,5 heures depuis Bruxelles. Donc on se rend compte qu'on peut aller de Bruxelles à Marseille, Bruxelles-Montpellier, Bruxelles-Bordeaux, Bruxelles-Brest, Bruxelles-York, Bruxelles-Leeds, Manchester, Hambourg, Berlin, Nuremberg, Zurich et Genève, et ce en moins de 6h30 en train normalement. Voilà. Il existe des solutions. Est-ce qu'une taxation différente des produits aériens et des produits de train permettrait de réajuster un peu tous ces coûts? C'est une vraie question que je laisse ouvert et que je serais ravi d'avoir vos points de vue sur Twitter, sur Facebook ou sur notre adresse mail. Non, pardon, pas sur Facebook, on n'est pas encore sur Facebook. Pas le temps là pour l'instant. Rubrique Tech, aujourd'hui, je voulais faire un peu un lien avec notre emménagement dans notre nouvelle maison. On s'est posé la question comment est-ce qu'on allait organiser notre connexion Internet, notre Wi-Fi, pour faire simple. Et vous savez que c'est toujours un peu un défi, et notamment pour nous, dans la mesure où on passe sur une maison avec 4 étages, la question de la gestion du Wi-Fi, c'est un enjeu important. Je précise que de toute façon, c'est pas urgent parce que du coup, on n'a pas Internet avant 2 semaines. Voilà, parce que il faut aussi que Internet arrive jusqu'à la maison, et quand il s'agit de tirer un câble depuis la borne jusqu'à la maison, ça prend un peu plus de temps. Il va falloir ouvrir le trottoir. Donc, ça, c'est le côté fun. Donc, voilà, on s'est un peu intéressé à, en gros, ce qu'on se dit souvent, ou ce qu'on ne sait pas trop, mais c'est que les Wi-Fi des modems qui sont fournis par les opérateurs sont en général pas de très bonne qualité. Et donc, on recommande souvent de passer par un routeur. Et donc, on a un petit peu regardé, on s'est un peu renseigné ces dernières semaines. Et on voulait aujourd'hui vous parler du Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6, c'est la nouvelle génération des routeurs qui va arriver dans les mois à venir. Les premiers routeurs Wi-Fi 6 vont commencer à être commercialisés dans les semaines à venir. La norme Wi-Fi 6 vient seulement d'être validée. Et donc, en quoi est-ce que cette nouvelle norme est intéressante ? En fait, elle permet d'avoir plus de débit sur des connexions simultanées et plus d'appareils en même temps. Puisque, en fait, aujourd'hui, la norme actuelle des Wi-Fi fait que les différents appareils se connectent pas simultanément, mais l'un après l'autre. Il y a un peu une gestion des priorités entre les appareils. Donc, une fois qu'il a fini de charger une page Internet, il va pouvoir charger une autre page Internet sur votre autre appareil. Alors que, du coup, avec le Wi-Fi 6, il arrive à gérer en parallèle les différents appareils connectés à votre Wi-Fi. Et aussi, il est possible de gérer vraiment la répartition de la charge. Par exemple, si vous voulez que votre ordinateur sur lequel vous jouez à l'ordinateur, donc ça prend pas mal de bande passante, vous voulez que ça ne consomme pas plus de 50 ou 60% de la bande passante pour qu'en parallèle, vous puissiez être sur Netflix ou télécharger de la musique ou j'en sais rien, streamer de la musique, c'est possible de gérer beaucoup plus finement votre débit. Voilà, donc ça c'est une vraie évolution qui sera très intéressante. Alors l'enjeu avec les nouvelles normes, quelle est la compatibilité en fait entre les produits existants qui sont pas compatibles de cette nouvelle norme et puis les appareils qui sont à la nouvelle norme. La bonne nouvelle, c'est que le Wi-Fi 6, il pourra faire profiter en gros les anciens appareils, vos téléphones actuels, vos ordinateurs, iPad, tablettes, pourront s'y connecter. Et une partie de la gestion, en tout cas du flux Wi-Fi, pourra aussi s'appliquer aux anciens appareils. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ça arrive bientôt et ça sera ça fera une vraie différence dans le Wi-Fi de la maison. On a hâte.
Voilà, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. On voulait d'abord vous dire qu'on était très heureux de voir que vous étiez toujours aussi nombreux à nous écouter. On n'a pas énormément de retours ni par mail ou par Twitter, mais en tout cas on voit le nombre d'écoutes de nos épisodes, donc on est assez content de pouvoir de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Je voulais profiter de ce podcast pour faire un petit retour sur un sondage qu'on a fait. Vous avez remarqué sans doute qu'on a eu un petit peu de mal à tenir le temps dans nos précédents épisodes. Et donc, on a fait un petit sondage mi-février pour vous parler de la durée du podcast. Et en gros, le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a près de 30% des personnes qui ont participé au sondage qui nous disent que le podcast ne devrait pas durer plus de 30 minutes. Et 30% qui nous disent qu'il ne devrait pas durer plus de 45 minutes. Et en gros 17% et 17% pour entre 30 et 45 minutes et jusqu'à 1 heure, pas de problème. Donc globalement, ça veut dire qu'on essaiera à partir de maintenant que notre podcast ne dépasse pas 45 minutes et soit plutôt entre 30 et 45, mais le plus proche possible de 30 minutes. Voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour pour continuer, pour qu'on puisse s'améliorer. Si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on traite, ou si on a commencé à traiter des sujets mais qu'on ne les a pas terminés, ou si vous souhaitez qu'on aille un peu plus en avant, n'hésitez pas à nous le dire. Pour ceux qui nous rejoignent et qui peut-être pour lesquels c'est la première fois qu'ils écoutent ce podcast, sachez qu'il est diffusé le 1er et le 3e lundi du mois. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser sans limite sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @tranche de couple avec le chiffre 2, et nous envoyer des mots d'amour, vos commentaires, vos idées, vos remarques, débeuglantes, également sur notre adresse email tranchedecouple@gmail.com, tranche de le chiffre couple au singulier, toujours. Bonne continuation à toutes et à tous, et à très bientôt pour de nouvelles tranches vitaminées.